Au Sahel, certains villages apprennent à recompter leurs puits plutôt que leurs morts, tandis que d'autres vivent encore au rythme des embuscades. Les cartes internationales restent rouges, mais les marchés de quelques bourgs recommencent à bourdonner, comme si la normalité testait discrètement son retour. Pour vous qui regardez le Burkina Faso de loin, que vaut vraiment cet apaisement que le capitaine Ibrahim Traoré décrit comme une discipline plus qu'un slogan? Entre les axes encore piégés et les classes rouvertes sous un manguier, une autre histoire de ce pays est en train de s'écrire. Cette enquête promet de suivre sans emphase ni raccourci la manière dont une sécurité reconquise se transforme en conditions de vie ordinaires. Le bénéfice pour le lecteur est clair. 10 à 12 repères précis pour comprendre comment des villages autrefois vidés voient de revenir des familles, des marchés, des gestes quotidiens que l'on croyait perdus. Mais l'enjeu dépasse l'observation descriptive. Si ces signaux légers, un puits réhabilité, une classe rouverte, une route moins redoutée, s'additionnent réellement, alors le Burkina Faso esquisse un cadre expérimental susceptible d'éclairer d'autres zones du Sahel. C'est là que se joue la valeur du récit. Mesurer, avec ce que les données permettent, la ligne ténue entre amélioration locale et illusion de stabilité. Et surtout, discerner comment un pays encore marqué par les déplacements massifs transforme des victoires tactiques en routines suffisamment prévisibles pour que les habitants s'y fitent. Deux chiffres, Olis, ouvrent la scène et renversent l'amion, l'intuition. Plus d'1 million de personnes revenues, alors que plus de 2 millions avaient fui quelques années plus tôt. Et un autre jalon structurel s'y ajoute. 28 bataillons d'intervention rapide officiellement déployés pour rouvrir des corridors, ne pas conquérir, mais dégager, puis stabiliser. À partir de cette double révélation, le décor apparaît pour ce qu'il était. Un pays dont des provinces entières avaient basculé sous l'emprise de groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation dite État islamique, où les routes devenues pièges avaient brisé les chaînes d'approvisionnement et transformé l'économie en économie de survie. Les années précédentes avaient laissé derrière elles plus de 2 millions de déplacés internes, des marchés fermés, des écoles transformées en abris de fortune et une cartographie redessinée par la peur plus que par l'administration. Puis, à partir de 2022, une méthode en deux temps s'impose. Frapper vite pour dégager, rester pour ancrer. Cette logique s'incarne dans une ligne directrice souvent rappelée par Ibrahim Traoré. Sans sécurité, aucun geste productif ne se maintient, aucune graine ne pousse, aucun retour ne tient. La première vague agit comme une force mobile, dégrafant les axes, rouvrant des tronçons, desserrant la tenaille logistique. La seconde sédentarise l'effort, avec des unités de police et de gendarmerie appelées à arbitrer les conflits, tenir le terrain humain et rendre les itinéraires à nouveau prévisibles. Dans ce mouvement, les signaux faibles deviennent observables. Des marchés recommencent à vibrer, des familles cessent de se déplacer toujours plus au sud, et des enseignants rassemblent des élèves sous un manguier parce que la salle fissurée n'a pas encore été réparée. Cette transition du sans sécurité vers le vivable ne gomme pas les attaques persistantes ni l'instabilité frontalière, mais elle introduit une donnée nouvelle. Une partie du territoire retrouve assez de continuité pour que les routines redeviennent possibles. Et c'est cette continuité émergente que la suite de l'analyse cherchera à comprendre. Dans les premiers villages où la sécurité se stabilise, deux figures rendent le changement tangible avant même que les statistiques ne le confirment. L'enseignant qui rouvre une classe et la mère qui marche de nouveau vers le puits sans escorte. Le premier raconte comment une salle jadis utilisée comme abri ou dépôt retrouve lentement sa fonction initiale. Le tableau peint à la hâte sert de support provisoire, les élèves s'installent sous un manguier fissuré par les saisons,
et l'essentiel n'est pas la parure, mais la continuité retrouvée. Ce geste d'enseignement, pourtant modeste, déplace le seuil de renoncement. Il transforme un espace suspendu en repère stable, un point de routine dans un environnement encore marqué par l'imprévisibilité. La seconde figure, celle de la mère qui puise, traduit une autre forme d'indice précoce. Le fait de se rendre seul à un point d'eau, après des années où chaque déplacement exigeait une escorte armée, marque un changement que les habitants eux-mêmes qualifient de mesurable, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il se répète. À partir de ces micro-cas, une mécanique s'enclenche. Des trajets plus prévisibles, des litiges locaux arbitrés par les unités sédentarisées, un filet de confiance minimal qui permet au commerce de reprendre. Les étals se remplissent, un atelier de réparation fait résonner ses outils, quelques chèvres complètent les revenus. À cette échelle, la sécurité n'est ni proclamation ni symbole, elle est fréquence, répétition, habitude redevenue possible. Et ce sont ces indications fines, presque lentes, qui montrent hum, comment une zone dégagée peut basculer vers un espace vivable. Elles posent une question simple. Quand les gestes ordinaires reprennent, qu'est-ce qui empêche la reconstruction d'avancer davantage? Au départ, les routes du Nord ne sont que des couloirs de peur. Chaque virage peut signifier une embuscade. Les cartes administratives s'effacent derrière les trajectoires du risque. Les échanges se contractent, la survie devient l'unité économique dominante. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 28 bataillons d'intervention rapide sont formés. Leur mission n'est pas de tenir une ligne mais de la rouvrir. Ils se déplacent vite par section, enchaînant dégagement de tronçons, neutralisation de points bloquants, reconnaissance d'axes. L'objectif n'est pas la conquête mais la respiration du territoire. Chaque corridor libéré permet un retour que l'administration appelle humanitaire, mais que les villageois traduisent par un mot plus simple, passage. Les convois reviennent, les familles suivent, les marchés redeviennent des lieux où l'on vend un peu plus que l'essentiel. Une fois l'esprit immédiatement sécurisé, les unités rapides se retirent. Elles cèdent la place à la deuxième vague. Gendarmerie mobile, brigade mixte, police communautaire. C'est là que se joue le point haut du processus, car dégager ne suffit jamais. Le problème autrefois venait de la durée, une victoire trop brève devenait invitation au retour de la menace. La stratégie nouvelle cherche à inverser cette logique. Rester. Arbitrer les litiges, empêcher les raquettes, stabiliser les trajets, rendre les jours comparables les uns aux autres. Les habitants le disent ainsi. La peur recule à mesure que la poussière retombe. Le langage militaire se double d'un langage civil. Puis, réhabilité, école recensée, marché surveillé. Chaque point stabilisé devient un microcentre économique. Une femme y vend des ignames. Un jeune y rouvre un atelier de réparation. Des chèvres complètent les revenus. À partir de cette base, une autre dynamique apparaît. Les retours de déplacés s'accélèrent. Les villages reconstitués se transforment en nœuds de production. Les réseaux communautaires réorganisent l'entraide. La gouvernance circule latéralement. Les communes regagnent leur fonctionnalité administrative. Les tribunaux itinérants reprennent. Les commissariats rouvrent. La boussole reste la même. Réduire la létalité, convertir chaque zone dégagée en espace vivable. Il existe encore des attaques. Les frontières restent instables, mais les signaux faibles persistent. Des enfants rient sur des trajets qu'ils n'empruntaient plus. Les marchés bourdonnent, les camions reviennent. Au fil de ces séquences, le pays passe d'un temps d'urgence à un temps d'endurance. Ce passage n'est ni linéaire ni assuré. Ils dépendent de la capacité à répéter les gestes qui font tenir une routine. Et c'est cette répétition, plus que tout discours, qui commence à donner à certains villages l'impression qu'un avenir devient à nouveau envisageable. Les
premiers bilans consolidés publiés par les autorités burkinabées offrent une base rare dans un contexte où, pendant des années, chaque donnée était perçue comme un soupçon. Les tableaux par DA paraissent arides, les graphiques discrets, mais ils révèlent une cohérence nouvelle entre sécurité, production et retour des populations. L'approche, assumée publiquement par Ibrahim Traoré, consiste à rendre mesurable ce qui autrefois ne l'était plus. Non pas prouver la paix par slogan, mais par indicateur ancré dans l'usage. Premier chiffre. 28 bataillons d'intervention rapide officiellement déployés. Chaque unité couvre environ 2000 km² et protège 40 000 à 60 000 habitants. 11 mots. Ce maillage densifie la présence sécuritaire sans prétendre tout contrôler simultanément. Ce chiffre représente environ un tiers du territoire initialement classé en zone rouge. Il n'est pas présenté comme une réponse totale, mais comme une garantie. Les routes redeviennent praticables. Dans le langage administratif, on parle de corridors humanitaires stables. Dans celui des villages, on dit simplement les camions reviennent. Deuxième chiffre, 1 milliard de dollars US mobilisés dans le plan agropastoral 2023-2025. Pour un État longtemps dépendant de l'aide extérieure, ce volume financier constitue une anomalie stratégique. Les filières ciblées, riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé, mangue, forment un réseau cohérent plutôt qu'une addition de projets dispersés. 10 mots. L'objectif déclaré est d'activer la production sans recréer une dépendance extérieure. Les audits internes répertorient 7840 puits remis en service et des kilomètres de canaux restaurés. Dans certaines zones du Nord, la proportion de villages disposant d'un point d'eau fonctionnel passe de 40 et 1% à un niveau jugé significatif par les équipes locales. Ce basculement, même partiel, modifie les routines agricoles et les cycles de déplacement saisonniers. Troisième chiffre, environ 1 million de personnes revenues fin 2024. Le registre social unifié attribue à chaque foyer un identifiant unique. Cette identité administrative conditionne l'accès au programme PAMP, aide monétaire, et RAMU, santé universelle, 12 mots. L'identifiant évite les doublons et stabilise l'accès des familles au soutien. Dans les provinces du centre-nord, la scolarisation augmente de 27% en 2 ans. Derrière ce pourcentage, il y a des classes réparées, des tables repeintes, des enfants qui rient en chemin. Les unités sédentarisées constatent le même phénomène. Trajet plus prévisible, litige réduit, marché plus régulier. Ces trois chiffres, sécurité, production, retour, forment la chaîne logique autour de laquelle se structure la transformation du Burkina Faso. Ils ne prétendent pas résoudre les tensions frontalières ni effacer les attaques persistantes. Ils indiquent cependant qu'un mouvement existe, lent, mesurable, vérifiable par le terrain plus que par le discours. Et c'est sur cette base que se construira l'examen critique des arguments contradictoires dans la section suivante. Deux thèses s'affrontent lorsque l'on observe la trajectoire récente du Burkina Faso. La première, portée par plusieurs analystes occidentaux, avance que la centralisation du pouvoir militaire depuis 2022 risque d'étouffer une démocratie encore fragile. Elle souligne la suspension du calendrier électoral, la gouvernance par ordonnance, les restrictions ressenties par certaines rédactions et le départ de plusieurs ONG. Pour ces observateurs, la stabilisation sécuritaire ne justifie pas la contraction du pluralisme et pourrait même préparer un modèle d'autoritarisme discret renforcé par le charisme d'une figure centrale. La deuxième thèse, défendue par des acteurs locaux, pose un raisonnement inverse. Selon eux,
parler d'élections sans territoire sûr reviendrait à organiser un vote dans le vide. Il rappelle qu'en 2023, moins de la moitié des communes fonctionnaient administrativement, ce qui limitait toute consultation crédible. La priorité, affirme-t-il, devait être la reconquête du terrain, la restauration des services essentiels et la réactivation des réseaux civils. La progression observée fin 2024, près de 70% de communes redevenues opérationnelles et des programmes sociaux tels que PAMP et RAMU enregistrant plus de 400 transactions d'aide ciblées seraient, pour eux, la preuve qu'une stabilité minimale est en train de se reconstituer. Entre ces deux visions opposées, la réalité décrite par les données de terrain est plus ambivalente. Les risques de verticalisation politique existent, car aucun système en transition n'en est exempt. Mais les indicateurs opérationnels montrent aussi que les retours de population, la remise en service des puits, la réouverture des écoles et la normalisation silencieuse des marchés forment une dynamique difficile à expliquer sans tenir compte du rôle stabilisateur des forces déployées. Le débat ne se résume donc ni à un choix binaire ni à une justification automatique. Il exige de considérer simultanément la tension institutionnelle et les résultats sont mesurés sur le terrain. Et c'est cette double lecture, nourrie par la complexité des faits, qui permet de comprendre comment un pays encore marqué par les blessures du conflit tente de recomposer un socle de continuité. Un pivot silencieux apparaît. Dans plusieurs zones où la méthode frapper vite puis rester s'est stabilisée, un glissement moins visible transforme la logique d'ensemble. L'événement cesse d'être ponctuel pour devenir continu. Ce changement n'a rien de spectaculaire, mais il modifie la manière dont le territoire se lie. Les cartes militaires ne suffisent plus. Elles se doublent d'indicateurs civils, puis fonctionnels, marchés surveillés, classes rouvertes, qui redessinent un paysage où le risque n'est plus l'unique boussole. À cette étape, les équipes d'Ibrahim Traoré constatent un phénomène que les habitants résument d'une phrase courte. On peut prévoir demain. Non pas parce que la menace disparaît, mais parce que les jours cessent d'être entièrement aléatoires. La prévisibilité, rare dans le Sahel de ces dernières années, devient un marqueur de relèvement. Elle permet la reprise de pratiques agricoles, la circulation d'outils, l'émergence d'ateliers, la reconstruction partielle de réseaux d'échanges. Dans ce milieu encore fragile, un geste devient révélateur. Des familles choisissent de remonter vers le nord plutôt que de poursuivre leur descente vers le sud. Ce mouvement inverse indique que la reconstruction n'est plus seulement une réponse institutionnelle, mais un comportement social observable. Et c'est cette bascule, discrète, lente, mesurable, qui marque la moitié du parcours. Les effets concrets du basculement sécuritaire et productif apparaissent différemment selon les échelles d'observation, mais tous partagent une même constante. La transformation ne s'exprime pas en grands slogans, elle s'exprime en comportements répétés. Pour les dynamiques nationales, la stabilité territoriale permet la reprise progressive des recettes locales, en hausse de 18% selon les estimations administratives citées dans les bulletins du registre social unifié. Les postes administratifs rouvrent, les tribunaux itinérants reprennent, les commissariats recrutent de nouveau. Même si la balance commerciale reste déficitaire, les exportations agricoles, notamment la mangue et le bétail, doublent entre 2023 et 2025. À cette échelle, la logique du résultat prime sur la logique du discours, et le message porté par Ibrahim Traoré sur la souveraineté par la production trouve un terrain de vérification partielle. Dans le champ du développement, l'impact se lit dans les infrastructures remises en service. 1000 kilomètres de routes rurales réhabilitées, 4 hôpitaux de district opérationnels, des canaux d'irrigation restaurés et des centaines de puits fonctionnels
redevenus centraux dans la vie des villages. Les projets appuyés par la Banque africaine de développement créant environ 3000 emplois permanents, principalement pour des rapatriés. Les revenus agricoles progressent de 32% dans les zones concernées. Les institutions partenaires qualifient cette dynamique de normalisation silencieuse, marquée par une cohérence entre sécurité locale et relance économique. Dans le domaine du quotidien, les indicateurs les plus solides sont souvent les plus simples. Des enfants vont ensemble à l'école, des femmes vendent du mil au marché, des jeunes reviennent du sud pour cultiver. Une mère résume cette transition d'une phrase devenue presque emblématique: «J'attendais la nourriture, maintenant j'attends la pluie». Cette bascule du recours à l'aide vers l'anticipation agricole montre un changement d'état d'esprit autant qu'un changement matériel. Les petits troupeaux distribués, un mâle et deux femelles, parfois une vache et un taureau, déclenchent des cycles économiques faits de reproduction, de revente, de micro-épargne et de crédit. Dans plusieurs villages, le bruit du métal a remplacé le crépitement des armes. Enfin, sur le plan régional, Kouvuk, la trajectoire burkinabé devient un point d'observation pour les pays voisins. Le Mali et le Niger s'inspirent partiellement du modèle de territorialisation sécuritaire. Les corridors humanitaires franchissent les frontières. Les marchés frontaliers reprennent vie à Marcoy ou Dori. Les organisations régionales réévaluent le rôle du Burkina Faso, désormais considéré comme un laboratoire de résilience plus qu'un maillon fragile. La formule souvent évoquée, la paix ne se proclame pas, elle se cultive, circule dans les chancelleries africaines, donnant à cette évolution locale une portée plus large. L'ensemble de ces effets reste réversible, mais il compose une structure. Lorsque la sécurité crée une routine, la production suit. Lorsque la production se stabilise, les retours s'ancrent. Lorsque les retours persistent, la cohérence régionale se renforce. Trois trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir, chacune articulée autour d'un équilibre entre sécurité, production et perception extérieure. Elles ne prédisent rien, elles organisent les incertitudes à partir de ce que le terrain a déjà rendu mesurable. Dans le scénario base, les lignes sécurisées demeurent stables. Les programmes sociaux continuent de fonctionner, en particulier le PAMP et le RAMU, qui ont déjà démontré leur capacité à atteindre des volumes d'aide autrefois jugés inenvisageables. Les récoltes de 2026 sont correctes sans produire d'excédents notables. Les retours de déplacés ralentissent, faute d'infrastructures nouvelles, mais le socle administratif reste en place, avec des communes de plus en plus fonctionnelles. L'État consolide ses circuits internes: administration numérique, registre social unifié, partenariats régionaux prudents. C'est un chemin de continuité modérée où l'essentiel repose sur la prévisibilité retrouvée. Le scénario optimiste suppose une conjonction favorable. Les pluies restent régulières. Les investissements agroalimentaires s'accélèrent, notamment autour de la chaîne du froid de Bobo-Dioulasso, qui atteint sa capacité nominale. La production de viande et de mangue double, les exportations régionales s'élargissent et les coopératives féminines accèdent au microcrédit avec une visibilité accrue. La jeunesse rurale s'ancre, la gouvernance locale ne connaît pas de rupture et les partenaires africains réintègrent progressivement le Burkina Faso dans certains dispositifs. Cette cohérence montante renforce l'idée, portée par les équipes d'Ibrahim Traoré, qu'une souveraineté construite par la production peut stabiliser un territoire autrefois fragmenté. Le scénario le plus défavorable part d'une autre hypothèse. La sécheresse s'installe, affaiblissant les récoltes. Les tensions frontalières réapparaissent. La pression des bailleurs augmente et l'aide humanitaire revient combler les manques, créant un risque de dépendance. Les exportations reculent, la monnaie se fragilise. La confiance rurale s'effrite
et les retours de déplacés se stabilisent à un niveau inférieur aux attentes. Dans cette configuration, la lassitude pourrait remplacer la discipline et la reconstruction se ferait par à-coups. Au-delà de ces trois trajectoires, une idée demeure. L'avenir immédiat dépendra moins d'un événement unique que de la capacité à maintenir la répétition des gestes qui soutiennent la stabilité. Les trajectoires observées au Burkina Faso résonnent différemment selon les publics qui suivent l'évolution du Sahel. Pour la diaspora africaine, groupe A, ce récit met en lumière une idée simple mais exigeante. La dignité ne se rapatrie pas par transfert, elle se construit par l'action. Dans plusieurs villes européennes, des associations burkinabées financent des pompes à eau ou des formations agricoles, traduisant dans les faits la formule souvent rappelée par les autorités: envoie du savoir avant d'envoyer de l'argent. Ces initiatives montrent comment la nostalgie peut devenir ressource, comment le lien avec la terre d'origine peut se transformer en compétence partagée plutôt qu'en regret immobilisé. Pour les observateurs étrangers, groupe B, le tableau pose une autre forme de défi. Les capitales occidentales continuent d'évaluer la stabilité à l'aune du calendrier électoral, tandis que les populations locales la mesurent à l'eau qui coule d'un puits, à la route qui reste ouverte ou au marché qui ne ferme pas le vendredi. Regarder sans condescendance devient alors un acte politique. Cela suppose d'accepter qu'un ordre puisse renaître du bas vers le haut, qu'une sécurité autrement pensée puisse produire un terrain viable sans répondre immédiatement aux schémas institutionnels classiques. Pour les citoyens d'autres pays africains encore en crise, groupe C, l'expérience burkinabé agit comme un miroir. Elle ne propose pas un modèle à exporter, mais un point de départ. Commence là où tes pieds touchonnent le sol. Des jeunes Maliens, Nigériens ou Tchadiens suivent en ligne les coopératives locales, en imitent la structure, observent comment des micro-troupeaux, des puits ou des ateliers peuvent recréer un cercle économique minimal. Cette circulation d'exemples produit un effet contagieux. Le changement se diffuse souvent par imitation plus que par décret. Dans ces trois regards, un même fil apparaît. La transformation devient lisible lorsqu'elle passe du discours à l'usage. La reconstruction burkinabé suit une logique méthodique qui s'exprime en 5 étapes successives. Ces étapes ne forment pas un programme théorique. Elles découlent d'une séquence d'actions observables dont les autorités affirment qu'elles doivent rester mesurables. Première étape. Identifier. Les équipes administratives enregistrent chaque famille déplacée dans le registre social unifié. L'objectif est clair: disposer d'une base unique. Le taux de couverture dépasse aujourd'hui 82%. La mesure repose sur l'exhaustivité de l'enregistrement, non sur la vitesse du traitement. Deuxième étape. Sécuriser. Les bataillons d'intervention rapide dégagent les axes, puis les unités de gendarmerie sédentarisent la zone. Les communes deviennent progressivement fonctionnelles. L'indicateur retenu est la proportion de territoire administrativement opérationnel. Les équipes d'Ibrahim Traoré rappellent que la stabilité ne se décrète pas, elle se répète. Troisième étape, relancer. Les programmes PAMP et RAMU soutiennent les foyers. Des microtransactions validées permettent aux familles d'acheter nourriture, soins, matériaux. L'évaluation repose sur le volume mensuel des opérations qui mesure la circulation réelle de l'aide. Quatrième étape, produire. Le plan agropastoral relie les coopératives, les vétérinaires et la Banque africaine de développement. Chaque hectare irrigué, chaque animal vacciné, chaque puits remis en service alimente la capacité locale. Les indicateurs suivent les rendements par filière et le taux d'autosuffisance régionale. Cinquième étape, pérenniser.
Les radios communautaires diffusent les bonnes pratiques. Les agents locaux documentent et les transmettent. La durabilité se mesure par la répétition du geste, non par la taille du budget. L'ambition reste modeste, une continuité suffisamment stable pour que les villages puissent en compter sur eux-mêmes. Sous le même manguier que celui où l'enseignant avait rassemblé ses élèves lorsque la salle fissurée n'était plus utilisable, la routine a fini par reprendre une forme discrète. Les lettres tracées à la craie deviennent des repères quotidiens, comme si l'éducation, même fragile, recomposait une continuité que les années de rupture avaient dispersée. Plus loin, une mère remplit à nouveau son seau dans un puits restauré, geste ordinaire qui avait autrefois nécessité une escorte armée. Ces scènes ne prétendent pas résumer un pays, mais elles donnent un visage concret à des milliers de trajectoires silencieuses. Dans ce mouvement patient, les orientations portées par Ibrahim Traoré s'inscrivent moins dans la monumentalité que dans la répétition. Un tableau noir réparé, un animal vacciné, une route qui reste ouverte un vendredi. Les villages recomposent leur propre récit à partir de signes modestes, mais vérifiables, et c'est peut-être là que s'enracine la dignité collective. Non pas dans un renversement soudain, mais dans la somme de gestes qui, répétés, finissent par tenir. Et au cœur de cette continuité fragile, une idée simple se confirme. La paix avance par usage, pas par annonce. Regardez aujourd'hui, le Burkina Faso revient à observer une réalité encore mouvante mais déjà cohérente dans ses gestes. Les silhouettes qui rentrent chez elles sans escorte, les ateliers qui résonnent de nouveau, les enfants qui répètent des voyelles sous un manguier montrent que la stabilité peut naître de ce qui semblait dérisoire. Dans un monde saturé de proclamations, ces signes minuscules rappellent qu'un pays peut se reconstruire sans décor, sans emphase, en faisant simplement tenir ce qui devait s'effondrer. Cette histoire n'appartient ni au discours officiel, ni aux observateurs extérieurs. Elle se tisse dans la poussière, dans l'endurance, dans les choix quotidiens faits loin des tribunes. Et si elle circule aujourd'hui au-delà du Sahel, c'est parce qu'elle porte un message que chacun peut entendre. La continuité est un acte, pas une attente. Rien n'empêche alors le lecteur d'y voir un miroir. Non pour imiter, mais pour comprendre comment un territoire peut transformer l'incertitude en méthode et le provisoire en ancrage.